Souveraineté et emploi, en fait, Philippe a commencé à aborder le sujet tout à l'heure à travers l'exemple qu'il donnait concernant Dunkerque. Cela dit, il y a deux manières d'aborder ce sujet-là. Il y a d'une part, derrière souveraineté, il y a l'idée de se dire, aujourd'hui, enfin, on fait le constat qu'on a de trop fortes dépendances et qu'il faut relocaliser un certain nombre d'activités. Il y a d'ailleurs l'Europe au niveau du Green Deal qui a pris un certain nombre d'engagements en disant il faut qu'on ait un minimum d'extraction qui soit faite depuis l'Europe, il faut qu'on ait un maximum de dépendance à hauteur de 60% au maximum de la Chine à horizon de 2030. Donc il commence à y avoir un certain nombre de réactions. Alors, c'est des réactions, ça veut dire qu'on réagit un peu tardivement par rapport à des mesures protectionnistes qui ont été prises par d'autres. Des investissements commencent à s'opérer. On voit effectivement ce qui a commencé à être fait avec l'Airbus des batteries, où concrètement, ça y est, des gigafactories arrivent. On voit aussi un certain nombre d'investissements qui commencent à arriver côté semi-conducteurs. Alors, c'est peut-être pas nécessairement les technologies les plus évoluées qui vont arriver en France, mais il y a un certain nombre d'investissements qui sont envisagés. En France, 7 milliards, 7 milliards 5. En Allemagne, bien plus, avec TSMC, avec Intel. Aux États-Unis, 40 milliards. Et probablement des technologies qui sont un peu différentes. Bon, clairement, il se passe d'autres choses et des investissements bien plus importants dans d'autres pays, mais cela dit, il ne se passe rien en France. Il ne se passe pas rien en France. Et l'autre manière, donc en gros, derrière ces sujets-là, on a commencé à tirer le fil d'activités qui doivent être localisées en France. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et sur quel type d'activité? Ça fait partie des points sur lesquels je serais intéressée de vous entendre. Et puis derrière aussi ce sujet, il y a investir en France, oui, mais qui? Et il y a beaucoup d'efforts réalisés, et c'est ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure, autour de l'attractivité de la France. Comment est-ce qu'on peut attirer des investisseurs français, étrangers, en France? Oui, mais derrière, quelle responsabilité portent ces investisseurs? Et on a par exemple une fonderie qui est magnifique, qui est énorme, qui est une des plus grandes en Europe, localisée à Dunkerque aussi, qui a été cédée, démantelée, rachetée par différents acteurs, des grands groupes, des fonds qui travaillent à une entreprise qui fait du laminage et l'extrusion, qui appartient désormais aussi à un autre fonds, alors que ces deux entités étaient jusque-là intégrées. On a derrière ce type d'acteurs, moins de potentiel, moins de levier pour investir, alors qu'il y a des enjeux majeurs sur l'aluminium qui est censé être une matière qui va être utilisée dans pas mal d'activités, que ce soit les transports, que ce soit l'alimentaire. Donc il y a un vrai potentiel, mais derrière la valeur, elle est captée ailleurs. Que ce soit la valorisation des brevets et puis que ce soit aussi les fruits du CIR. Donc il y a ce sujet-là, jusqu'où on va aussi en termes d'investissement. Ça fait partie, moi, des questions que j'ai envie de vous adresser à tous les 5. Et peut-être qu'il y a d'autres questions sur ces sujets-là dans la salle. Pendant que vous pensez à vos questions, je propose peut-être à Philippe de réagir par rapport à la fois à ce que tu as entendu tout à l'heure et par rapport à ce point autour de souveraineté et emploi. Faut-il choisir? On a un cas d'école sur le Dunkerquois en termes de souveraineté industrielle avec Valdunes actuellement. La question, par exemple, sur ce point-là, c'est quand on voit l'État qui annonce un plan de 100 milliards pour verdir, on va dire, l'activité ferroviaire. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer que le savoir-faire des quelques 300 salariés de Valdunes sur Dunkerque et Valenciennes soit lâché alors que ce sont en France les uniques producteurs, les uniques fabricants de roues et essieux pour le ferroviaire. Donc on se dit, nous, que si jamais ils étaient lâchés par
j'ai envie de dire, par peut-être un manque de courage politique, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et des solutions qui ne seraient pas trouvées et pérennes, eh bien, ce serait un véritable gâchis. Et pas simplement, je pense, pour cette entreprise-là, mais on a rencontré, vous voyez, on échange, on parle de stratégie, on échangeait sur la stratégie à différentes étapes de mobilisation sur ce dossier. On a rencontré les dirigeants du pôle de compétitivité e-trans sur le Valenciennois. On a rencontré la fédération des industries du ferroviaire, donc la partie patronale également. Et on est tous sortis avec le même constat. Valdunes est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du ferroviaire. Ce qui veut dire que si jamais Valdunes tombait, il pourrait y avoir des impacts en aval notamment sur la filière. Et donc ça pose bien la question de comment les syndicats, mais aussi comment les acteurs publics territoriaux, comment les politiques, donc au niveau territorial et au niveau national, puissent s'emparer de ce sujet et trouver une solution pour stabiliser les choses. Voilà, par exemple sur ce sujet-là. Et sur la fonderie, effectivement, d'aluminium Dunkerque, ex-Péchinet, effectivement, elle appartient à un fonds de pension américain à l'heure actuelle. Emmanuel Macron y a fait son discours, d'ailleurs, sur l'industrie quand il est venu sur Dunkerque. Il se trouve qu'il s'exprimait au sein d'une entreprise qui est en difficulté, Aluminium Dunkerque, et pas simplement parce qu'elle est dominée par un fonds de pension américain, mais parce que la question de l'énergie et du coût de l'électricité est fondamentalement posée pour l'activité d'Aluminium Dunkerque. Et quand on parlait de développement durable, de stratégie au niveau industriel, la question de l'énergie, par exemple, pour tous les projets qui sont développés sur le Dunkerquois est juxtaposée, on va dire, à l'industrie traditionnelle, la question de la maîtrise de l'énergie, elle est fondamentalement posée, et j'ai envie de dire la maîtrise publique de l'énergie. Aluminium Dunkerque, c'est une usine qui appartenait à Péchinet, qui a été vendue, qui a été rachetée au moment de l'OPA par Alcan et par Rio Tinto, qui a ensuite été cédée parce que le groupe qui a racheté avait un intérêt limité pour les smelters, c'est le nom technique, les fonderies d'aluminium en Europe. Il préférait se concentrer sur ses actifs d'abord au Québec, au Canada. Et en fait, du coup, elle a été rachetée après une histoire rocambolesque de LBO mal ficelée par un fonds américain pour pas trop cher, parce que le précédent avait fait des magouilles assez importantes. Et en fait, quand on ouvre le manuel de finances, alors je ne suis pas très fan, mais si on se fait l'avocat du diable, on ouvre le manuel de finances, il y a marqué, pour faire un LBO, il faut une usine qui est assez peu capitalistique, il faut une usine qui n'est pas soumise à des cycles économiques très marqués, et globalement, on a une prévision à long terme de son activité. Manque de peau, ça c'est une usine qui est soumise à des cycles économiques hyper forts, électricité, l'aluminium, ses côtés, qui est très fortement capitalistique, et qui en plus a à ce stade une difficulté à envisager son avenir parce qu'elle manque d'un contrat énergétique de long terme. Donc ça illustre bien la limite de l'exercice. Quand on est possédé par un fonds sous LBO, il y a 3 portes de sortie, un LBO secondaire, une introduction en bourse ou être acheté par un acteur industriel. Le seul acteur industriel qui pourrait potentiellement racheter l'usine, à ce stade, il n'en veut pas. C'est en effet son client principal, c'est la raison pour laquelle elle a été construite par l'État initialement dans les années 90, Constellium, ce qui reste de Péchinet à peu près intégré. À ce stade, ils ne veulent pas racheter leur fournisseur. Donc on est quand même dans une situation qui est qui illustre bien la situation et un peu ce que vous avez dit en introduction. Il y a plein d'enjeux de compétitivité. Dans l'aluminium, ce n'est pas ça l'enjeu, c'est en effet l'énergie. Et puis c'est, à un moment donné, l'animation de la filière. Ce que ça m'évoque, c'est on a un véritable enjeu d'avoir une vision chaîne de valeur en France. Et qu'est-ce qu'on veut maîtriser sur le territoire et sur quoi on accepte des interdépendances parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout maîtriser sur le territoire. Donc, ça sous-entend aujourd'hui, regarde notre retard, d'accepter d'avoir des investissements étrangers sur le territoire. L'enjeu, c'est comment on s'assure qu'on n'a pas des chasseurs de primes. Donc, comment est-ce qu'on met de la conditionnalité dans les aides. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on travaille pour reprendre des positions de leader dans les industries de demain. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est industrie de transition, on est quand même à la remorque, si je simplifie. Mais là où ça nous oblige à un vrai devoir de vigilance, c'est qu'on va être
plus on a des capitaux étrangers qui viennent, parce qu'on en a besoin, on regarde notre situation, plus on est dépendant de la stratégie d'organisation mondiale de la production de ces groupes, et plus on risque aussi de créer des phénomènes de surcapacité de production. Parce que là, tout le monde est en train de s'enjailler en disant « c'est génial, on va mettre des semi-conducteurs aux États-Unis, en Europe, au Japon, ici, là, Taïwan continue à investir ». À un moment, je sais qu'on a eu des petites tensions sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, mais il y a un vrai risque d'avoir des surcapacités de production, comme on l'a connu dans d'autres secteurs, et donc on va avoir des actifs échoués. Ou de pas être sur les bons semi-conducteurs, parce que je rappelle quand même que les semi-conducteurs qu'on utilise, c'est des gros semi-conducteurs, donc on doit faire des tout petits semi-conducteurs, alors qu'on n'a pas la chaîne de valeur de l'électronique sur le territoire français, très peu, c'est compliqué. L'autre chose, c'est que, en l'occurrence, le fonds de Dunkerque Aluminium, et c'est ce que disait Alexandre, c'est AIC, il me semble, AIAC, hein, c'est ça ? AIP, ah oui, AIP, et c'est AIAC qui est sur Holophane, qui est aussi un Américain. Le vrai sujet, c'est qui, aujourd'hui, est prêt à investir dans l'industrie lourde en France, que ce soit des fonds d'investissement français, que ce soit des family office français, ou même que ce soit éventuellement un acteur public. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le discours de la nouvelle industrie, on a tellement perdu de culture industrielle, surtout, c'est que les gens ne savent pas qu'on a besoin d'industrie lourde si on veut faire tous les autres produits qui nous font rêver. Et aujourd'hui, on n'a personne qui veut investir là-dedans. Et quand on parle de fonds d'investissement pour l'industrie, parce que il y a certains qui font quand même le job, et la réalité, c'est qu'on n'a pas de fonds d'investissement, ou très peu, qui investissent dans l'industrie. Les fonds d'investissement qui favorisent l'industrie, qui sont français et qui font 100% d'investissement dans l'industrie, je pense qu'on les compte sur les doigts de la main. Et il n'y a pas d'institutionnels qui veulent investir dans l'industrie parce que les taux de retour sur investissement ne sont pas bons. Il n'y a pas tous les autres acteurs, corporate et tout, n'investissent pas dans l'industrie parce qu'il y a une question de taux de retour sur investissement et il y a une question de peur. Le temps de l'industrie est un temps beaucoup plus long que le temps auquel ils sont habitués. Et la dernière question, du coup, la dernière sujet, c'est la question de l'écosystème. C'est-à-dire que l'industrie, on évoquait ce que disait Philippe sur l'énergie, c'est à Dunkerque, question d'énergie, c'est la question de l'eau. Ils commencent déjà à avoir des difficultés d'accès à l'eau. Et donc, quand on va augmenter les capacités de production, on va mécaniquement augmenter les difficultés d'accès en eau, tension sur une ressource qui se réduit. Et tout ça, c'est un impensé de la politique publique, puisque aujourd'hui, on pense réindustrialisation égale une usine. On a besoin d'usines, mais on a besoin de tout ce qui va autour, qui est presque plus critique, et qu'on a du mal à penser notre stratégie de réindustrialisation. C'est vrai qu'après la pandémie, beaucoup de choses ont changé, en tous les cas dans l'état d'esprit, une prise de conscience sur certains secteurs. Donc dit stratégique, mais bon, c'était de notre part un sujet d'actualité depuis de longues années, hein, c'est pas nouveau. Voilà. Notamment, je vais prendre l'exemple des semi-conducteurs, c'est celui que je connais le mieux. Donc aujourd'hui, on dit oui, écoutez, on n'a pas la chaîne de valeur, on n'a plus les moyens, enfin, on n'a pas investi suffisamment, on a beaucoup de retard. Ok, mais il y a 15 ans en arrière, quand tout allait mal, les organisations syndicales avaient fait des propositions, on avait rencontré le gouvernement, on les avait alertés. Je me rappelle, c'était M. Luc Châtel à l'époque qui gérait ce dossier-là. On les avait alertés. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises étaient à capitaux étrangers, notamment américains. Mais du jour au lendemain, je ne sais pas si vous vous rappelez de Texas Instruments, à Villeneuve-Loubet, dans le 06, du jour au lendemain, alors que cette entreprise avait quand même récupéré, chasseur de primes, 100 millions d'euros d'aide sur les 5 dernières années, du jour au lendemain, 500 cadres, ingénieurs dans l'entreprise, du jour au lendemain, ils avaient fermé l'entreprise. Donc, ce qu'il faut, effectivement, il faut des investisseurs, il faut qu'ils viennent investir, mais il faut aussi, s'ils ont des aides de l'État, parce que très souvent c'est lié aussi aux aides de l'État, il faut rappeler quand même que la France est un des pays qui donne le plus d'aide aux entreprises. Si vous prenez le nombre de plans de pactes qui se sont empilés ces 10 dernières années, mais c'est des milliards d'euros qui sont, on va dire, donnés aux entreprises. Sous quelles conditions? Le problème de la conditionnalité doit se poser. J'écoutais un économiste, enfin bref, c'est pas important son nom, mais il disait que c'était pratiquement impossible de mettre des conditions. Alors, les conditions seraient lesquelles? C'est de l'emploi, bien sûr, de la production sur le territoire. Et puis à la rigueur, si un jour les choses se passent mal, c'est que l'entreprise
l'entreprise Villeneuve-Loubet qui a fermé le site, qui avait touché les 100 millions d'euros, elle les a jamais rendus. Hein. Enfin, je veux dire, elle a revitalisé le territoire à hauteur de 5 millions d'euros, puis voilà quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une réciprocité. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Voilà. Donc, ouais, effectivement, c'est une question qui est fondamentale. Quand on a eu la crise Covid et après la crise Ukraine, ça nous a montré qu'on était très dépendants. Mais pour autant, on dira quelques groupes français, ils n'ont pas pour autant décidé de tout investir en France. Ils continuent encore à délocaliser ou pas à relocaliser. Et moi, du coup, je me dis, est-ce qu'il faut avoir peur des investisseurs étrangers qui viennent en France? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des Français ou pas? Les Français se comportent pas beaucoup mieux que les étrangers qui investissent en France. Donc tous ceux qui veulent bien investir en France, ils sont le bienvenu. Et toute la production qui va se faire en France, tant mieux. Alors, on parle effectivement aujourd'hui des semi-conducteurs. Moi, je suis d'accord, il y a 20 ans de ça, on en avait plein d'usines de semi-conducteurs. Ils ont tous disparu du jour au lendemain. Maintenant, on se dit, merde, ils ne sont plus là. Ben oui, mais c'était avant qu'il fallait les garder. C'était avant qu'il fallait continuer à investir. Et il me semble que peut-être ce qu'il faut vraiment qu'on fasse, alors, il peut y avoir des emplois qui sont peut-être moins délocalisables que d'autres, qu'il faut prendre le virage justement de la transition écologique pour aller sur de l'économie circulaire, sur du recyclage, favoriser l'emploi de ces nouveaux matériaux qu'on va pouvoir fabriquer et mettre des normes qui vont faire qu'ils vont être pris en priorité. Quand on fabrique du rail avec de l'acier recyclé, il faut peut-être aussi qu'on valide ça pour que le recyclage d'acier, mais ils partent pas en Chine pour revenir après tout recycler. Si on peut le faire ici, donc mettre des choses comme ça, on va capter des emplois et des investissements. Il faut aider ces investissements. Il y a des gens qui veulent bien investir, le marché n'est pas encore là. Et c'est là qu'on doit, si on va après sur les aides, c'est plutôt là qu'on doit donner des aides. Ce n'est pas des aides pour maintenir des emplois, c'est des aides pour permettre aux gens d'aller sur des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Il faut les aider pendant ce temps-là. Je pense que si on veut aussi, dans nos investissements, il faut que ça soit sur de la montée en gamme, sur de la recherche et développement, pour que ça puisse créer de l'emploi ici. Et il ne faut pas avoir peur, je dirais, à la limite des emplois qui partent. Si on en a toujours des nouveaux, parce qu'on est en recherche et développement. Si on fait de la conception, de la recherche ici, on fera de la fabrication après, plus facilement ici. Alors, souveraineté et emploi, c'est pas, à mon sens, c'est pas du tout antinomique. Il n'y a pas un choix à faire. Si on a une économie plus souveraine, ça signifiera, d'une manière ou d'une autre, plus d'emplois sur le territoire national ou sur le territoire européen, parce que ça veut dire qu'on fera plus de choses qu'on en faisait jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, cela étant, quand on parle de souveraineté, c'est sur la dépendance stratégique, il faut s'interroger sur quels sont les produits sur lesquels on ne fera pas tout en France. On ne fera pas tout en France. Il y a 40 ans ou 50 ans, on faisait beaucoup de choses en France, mais dans des économies qui étaient beaucoup plus fermées. La mondialisation a conduit à ce qu'on choisisse, et au bénéfice du consommateur. Ça a été, on n'a jamais oublié, ça a toujours été au bénéfice du consommateur et souvent au détriment du salarié, mais c'est un choix de société qui a été fait. C'est que la mondialisation, elle a conduit à aller chercher dans les pays là où ils étaient le plus efficaces sur un produit donné. C'est un choix qui a été fait au bénéfice d'un prix plus sympa. Et maintenant, on se rend compte que ça coûte un peu cher en termes en termes d'emploi. Entre nous soit dit, ça fait bien longtemps que les ouvriers ont subi les délocalisations. C'est que maintenant, ça arrive aussi sur les emplois à plus haute, les emplois dits col blanc. Au Conseil économique et social, on avait fait une étude sur la souveraineté en Europe et on s'était rendu compte que globalement, il y avait une étude qui avait été faite. Il n'y avait que 137 produits sur lesquels il y avait vraiment un problème de souveraineté et sur lesquels l'Europe avait un problème, sur lesquels il fallait reconquérir une certaine indépendance. Donc c'est pas tant que ça en fait. C'est pas tant que ça parce qu'il faut s'imaginer que pour avoir un problème de souveraineté ou de dépendance, il faut déjà s'interroger sur nos sources les fournisseurs. Si vous avez plusieurs pays qui vous fournissent des produits, vous n'êtes pas dans une logique de dépendance puisque vous avez toujours des fournisseurs alternatifs et il est rare que tous les fournisseurs soient défaillants au même moment. C'est vrai dans les entreprises.
Les entreprises qui sont monosources sont plus en fragilité que celles qui ont une dualité ou triple source. Mais triple source, ça veut dire que ça coûte un peu plus cher sur le produit que vous achetez puisqu'il faut le développer 3 fois. Ensuite, il faut s'interroger sur le niveau, quand on parle de souveraineté, quels sont les produits qui sont absolument indispensables que l'on ait sur le marché européen. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on peut s'en affranchir. Et puis parfois, il y a des produits sur lesquels, même si on était dépendant d'un fournisseur, on pourrait trouver des produits de substitution assez vite. Et puis parfois, vous avez l'interdépendance. Quand vous avez, vous, producteurs européens ou français, des produits dont l'étranger a besoin, eh ben on se tient les uns et les autres par la barbichette, et c'est plus compliqué pour vous stopper les fournitures. Donc on aura des choix à faire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que être souverain? Quels sont les secteurs d'activité? C'est ce qui a été dit. Hein. Si on veut investir dans l'industrie dite verte, c'est pas certain qu'on aura les moyens d'investir dans des industries plus lourdes. Il faudra qu'on fasse des choix. Ensuite, quand un investisseur étranger achète une entreprise française, alors ça nous émeut toujours, mais ça nous émeut moins quand c'est... Et par contre, on salue quand c'est un investisseur français qui va acheter une entreprise étrangère. Bon, d'accord, c'est la réciprocité. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut simplement qu'on soit vigilant quand un investisseur achète une usine, surtout sur des produits qui seraient stratégiques, de s'assurer en effet qu'il ne va pas y avoir pillage. Et je pense en particulier sur des sujets qui seraient liés à des sujets comme la défense nationale. Il faut faire attention. Normalement, il y a des protections qui sont prises, mais on s'est bien rendu compte il n'y a pas longtemps là, qu'il y avait un fournisseur je crois de vision nocturne ou choses comme ça qui n'arrivait pas à trouver un financeur et qui pouvait être acheté par un étranger, et il a fallu du temps avant que l'État français réagisse. Ensuite, quand Toyota investit dans le Nord, c'est une industrie japonaise, hein, mais on n'est pas mécontent que ça fasse plusieurs milliers d'emplois non plus. Donc il ne faut pas non plus crier au holà quand il y a des investisseurs qui viennent poser des usines sur le sol français. On ne fera pas tout, on ne financera pas tout. Parce que le problème qu'on a mis en exergue peut-être à Dunkerque, c'est un problème de financement. On a un déficit de l'État relativement élevé, hein, parmi les plus élevés d'Europe. Donc le sujet, c'est comment on finance. Plus d'impôts, oui, non. Ça, c'est des questions citoyennes. Hein. Si on veut aider les entreprises avec des aides, il faut trouver des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fonds de pension. C'est pas facile à dire. Hein. Parfois, c'est des sujets qui nous percutent dans les organisations syndicales aussi, c'est ce genre d'interrogation. Et puis, ça veut dire... voilà, hein, des usines, on veut tous des usines, mais on ne les veut pas à côté de chez soi. Je redis le même sujet, on veut des emplois en France, mais on ne veut pas d'usines à côté de chez soi. Et à un moment donné, il faudra qu'on choisisse.